J'ai vu ma mère finir ses jours à la maison de retraite, la mère de mon homme, Jack. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons soulever un voile que le Toigian croyait avoir définitivement scellé. Pour vous qui avez connu la France des années 70 et 80, ces visages et ces refrains dominicaux font partie intégrante de votre jeunesse. C'était l'époque de l'insouciance apparente, des paillettes et des grands shows de variété qui réunissaient les familles devant l'écran du salon. Au centre de ce tourbillon de strass se trouvait une femme dont le sourire irradiait le paysage audiovisuel, Sophie Darel. Aux côtés de Guy Lux, elle incarnait cette joie de vivre si caractéristique d'une France en pleine mutation culturelle. Mais derrière les projecteurs, là où l'ombre dévore la lumière, se jouaient des dynamiques de pouvoir bien plus complexes, voire étouffantes. Aujourd'hui, à l'âge de 82 ans, cette icône populaire a quietgin de rompre un silence de plusieurs décennies. Elle le fait non pas avec l'amertume de ceux qui réclament vengeance, mais avec la froide lucidité d'un témoin de l'histoire. Pour comprendre la démarche de Sophie Darel, il faut adopter le regard d'un sociologue. Pourquoi parler maintenant, après tant d'années de réserve ? La réponse réside dans la psychologie d'une génération de femmes qui ont dû naviguer dans un écosystème médiatique régi par l'autorité masculine. Dans les années 70, la structure des médias reposait sur des hiérarchies verticales intangibles. Un grand animateur ou une idole de la chanson disposait d'un pouvoir immense sur les carrières de naissantes. Le silence n'était pas une capitulation, c'était une stratégie de préservation et de survie. À 82 ans, Sophie Darel pose ces mots avec la sérénité de celle qui possède le recul nécessaire pour disséquer son passé. Elle refuse d'ailleurs le statut de victime que notre époque contemporaine tente parfois de lui attribuer. Sa philosophie tient en une phrase emblématique. « Je ne suis pas une victime. Je raconte simplement ce qui s'est passé. » C'est une démarche d'une immense dignité qui vise à restituer la vérité brute des faits, sans phare, mais aussi sans haine. Ce que Sophie Darel met en lumière, c'est l'envers d'un décor que le public croyait pourtant idyllique. Dans quelques instants, vous allez découvrir comment, à l'âge de 28 ans, cette jeune animatrice a réussi à désarmer l'ego et l'autorité écrasante de l'une des plus immenses stars de la chanson française. Vous verrez comment elle a retourné contre lui, dans le secret d'une chambre fermée, sa propre puissance sociale grâce à un stratagème psychologique d'une intelligence rare. Mais ce n'est pas tout. Nous soulèverons également une vérité encore plus profonde, un secret d'enfance qui éclaire d'un jour totalement nouveau sa force de caractère hors du commun. Nous analyserons comment l'influence d'une figure majeure de la radio, qui bénéficiait de la confiance aveugle de sa propre famille, a pesé sur elle alors qu'elle n'avait que 8 ans. C'est cette force intérieure qui va lui permettre de faire face aux géants de son Toigian. Nous sommes au début des années 70, en pleine effervescence des grandes tournées d'été qui parcourent les provinces françaises. À cette époque, Claude François, affectueusement surnommé Clo-Clo, règne sans partage sur les chœurs et les hit-parades. Sophie Darel, âgée de 28 ans, fait partie de l'aventure, apportant sa fraîcheur et son talent de présentatrice à ces spectacles pharaoniques. Pour comprendre la dynamique qui va s'instaurer entre eux, il faut plonger dans la psychologie de cette idole absolue. Claude François est un homme habitué à ce que le monde entier abdique devant lui, en particulier les femmes. Sa notoriété lui confère une sorte d'immunité sociale et affective, qui, au fil des ans, a fini par obscurcir sa perception du refus. C'est dans ce contexte de certitude absolue qu'intervient l'incident de la chambre d'hôtel. Sous un prétexte en apparence anodin et technique, lui montrer un tout nouveau système de purification de l'air, le chanteur invite la jeune présentatrice dans ses appartements privés. Sophie, confiante et professionnelle, accepte l'invitation, sans y déceler le moindre piège. Une fois la présentation terminée, l'ambiance bascule instantanément lorsque la porte se referme. L'idole change de visage, abandonnant la courtoisie pour une insistance physique soudaine et déroutante. Dans un geste brusque, il la projette sur le lit, bien décidé à imposer son autorité d'homme et de star pour obtenir ce qu'il considère alors comme un dû. Face à cette pression inattendue, Sophie Darel éprouve une profonde sidération mêlée d'incompréhension. Elle n'est pas tétanisée par la peur,
mais profondément choquée par l'immense décalage entre le statut de l'artiste et la trivialité de son comportement. Plus tard, elle confiera avec beaucoup de franchise. Il était un peu brutal. Moi, je ne comprenais pas qu'il se comporte comme ça avec moi. Il devait se dire que j'étais folle de lui résister. C'est alors que se joue le véritable coup de maître psychologique de la jeune femme. Contrairement à ce qu'attendait le chanteur, Sophie ne cède ni à la panique, ni à la soumission. Remarquant la présence du secrétaire de l'artiste resté près de l'entrée, elle ordonne à ce dernier de ne pas bouger et de rester le témoin direct de la scène. Ce choix est d'une intelligence tactique remarquable pour l'époque. En introduisant un regard tiers, Sophie brise instantanément le huis clos protecteur que Claude François avait instauré pour assouvir son caprice. Elle déplace le terrain de la confrontation physique vers celui de l'amour-propre et de la réputation professionnelle. Pour une star de la stature de Clo-Clo, être vue en posture de faiblesse ou de rejet par son propre subordonné est une humiliation intolérable. L'ego surdimensionné de l'artiste, qui dictait son comportement agressif, devient soudainement le frein qui l'oblige à renoncer. Le secrétaire reste immobile, la tension retombe et la porte de sortie s'ouvre enfin pour Sophie. Sophie Darel quitte la pièce intacte, ayant terrassé le géant de la variété par la simple force de son esprit. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car les réactions de Claude François, dès le lendemain, vont révéler toute la complexité et les paradoxes de cette relation. Dès le lendemain de cette confrontation avortée, l'attitude de Claude François prend un virage totalement inattendu. Au lieu de la rancœur ou de l'hostilité professionnelle auquel on aurait potuto s'attendre dans un milieu si compétitif, le chanteur déploie une stratégie de séduction massive. Sophie Darel voit arriver dans sa loge de somptueux bouquets de fleurs et des présents d'une valeur considérable. Pour les analystes du comportement, cette réaction relève d'un mécanisme de défense psychologique bien connu. Le besoin impérieux de restaurer un ego profondément blessé. En transformant un refus net en un jeu de séduction galant et persistant, l'idole tente de réécrire le scénario de la veille pour ne pas écorner son image d'homme irrésistible. Il s'agit d'une tentative subtile de normaliser un comportement inapproprié par le biais de la générosité matérielle. C'est dans ce contexte que se déroule un échange de répliques qui restera gravé dans les mémoires, illustrant le choc de deux personnalités hors normes. Avec une assurance teintée d'autodérision, mais surtout d'un orgueil immense, Claude François lui lance un jour « Tu ne sais pas ce que tu as perdu ». Ce à quoi Sophie Darel rétorque instantanément avec un calme olympien et un humour piquant « Si, mais tant pis ». Cette réponse courte va incisive montre que l'animatrice refuse d'entrer dans le jeu de la culpabilisation ou du regret que la star tente d'instaurer. Elle désamorce la vanité de son interlocuteur en traitant la situation avec une ironie protectrice qui lui permet de garder le contrôle de son image. Elle maintient ainsi une distance salutaire, refusant de se laisser impressionner par l'autorité de son supérieur. À travers cet épisode, c'est tout le portrait de la société française des années 70 qui se dessine en filigrane. À cette époque, l'insistance masculine, même poussée à l'extrême, était souvent tolérée par l'opinion publique, voire romantisée sous le couvert de la séduction à la française. Les figures dominantes de la culture bénéficiaient d'une immense indulgence collective, leurs excès étant régulièrement mis sur le compte du tempérament artistique. Pourtant, une question fondamentale demeure pour tous ceux qui observent la force de caractère de Sophie Darel face à une telle pression. Comment une jeune femme a-t-elle pu trouver les ressources psychologiques pour ne pas se laisser intimider ni s'effondrer après un tel incident ? La réponse se trouve dans les fondations mêmes de sa structure mentale, forgée bien des années auparavant. Sa résilience face à la manipulation n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une armure invisible qu'elle portait depuis son plus jeune âge. Son esprit s'était habitué à décoder les signaux du danger bien avant de fouler les plateaux de télévision de l'ORTF. Elle avait déjà appris à survivre dans un environnement où la confiance familiale avait été cruellement trompée. Pour comprendre la jeunesse de cette force intérieure hors du commun, il nous faut faire un saut douloureux dans le passé,
au cœur des années 50, là où l'innocence d'une enfant de 8 ans a été confrontée à l'autorité d'un homme que tout le monde vénérait. Les années 50 en France sont marquées par un conservatisme social rigide où l'autorité des adultes et le respect des convenances sont absolus. C'est dans ce cadre apparemment protecteur que la jeune Sophie grandit, entourée de l'affection de ses parents. Un jour, un homme brillant fait son entrée dans leur cercle intime, apportant avec lui le prestige immense de sa notoriété. Cet homme est un animateur de radio extrêmement célèbre, une voix familière que toute la France écoute et admire pour son humour et son charisme. Très vite, il devient un habitué de la maison, un ami proche auquel les parents de Sophie vouent une confiance aveugle et un respect sans bornes. Ce statut d'invité d'honneur va malheureusement lui servir de bouclier invisible pour dissimuler ses intentions profondes. Profitant de cette position privilégiée, cet homme de pouvoir commence à franchir les limites de la décence envers la fillette, alors âgée de seulement 8 ans. Sa manipulation est d'autant plus redoutable qu'elle s'exerce au sein même du foyer familial, dans le salon ou directement à la table des repas. Il suffit d'un court instant, d'un simple regard détourné des parents, pour que des gestes profondément inappropriés se produisent. Cette audace trahit l'arrogance d'une figure publique convaincue que son poids social la protège de tout soupçon. Pour l'enfant, la situation engendre une confusion psychologique totale et particulièrement éprouvante. Comment une personne si aimée de ses proches, si chaleureuse en apparence, peut-elle imposer des secrets aussi lourds et incompréhensibles ? À 8 ans, Sophie ne possède ni les mots, ni les concepts nécessaires pour qualifier la gravité de ce qui est imposé à son propre corps. Elle ressent un profond malaise, une angoisse diffuse qui paralyse sa capacité à réagir ou à appeler à l'aide. L'admiration de son père pour cette idole des ondes et l'éducation stricte de sa mère créent une barrière psychologique qui semble alors infranchissable. L'enfant comprend intuitivement que révéler la vérité équivaudrait à déclencher un séisme émotionnel capable de briser définitivement l'équilibre de sa famille. Face à la peur d'altérer le bonheur des siens ou de voir sa parole remise en question, elle fait le choix de la préservation. Elle s'enferme alors dans un mutisme protecteur, une forteresse de silence qui va s'étirer sur 3 longues années. Ce silence obstiné, nourri par une culpabilité injustifiée et le poids des structures sociales de l'époque, va façonner son esprit de manière indélébile. Mais ce fardeau secret ne va pas tarder à révéler d'autres ramifications, changeant à jamais son regard sur le monde des adultes. Pendant 3 longues années, la jeune Sophie s'enferme dans un mutisme absolu, portant seule un poids bien trop lourd pour ses épaules d'enfant. Ce silence n'est pas le fruit d'une soumission volontaire, mais la conséquence directe d'une impasse psychologique totale. D'un côté, sa mère, fervente catholique d'une grande rigueur morale, impose un cadre où certains sujets demeurent strictement tabous. De l'autre, son père, idolâtre, littéralement cet ami de la famille, rendant toute forme d'accusation tout simplement impensable. Dire la vérité, pour Sophie, c'est prendre donc le risque immense de détruire l'univers de ses parents et de briser l'harmonie du foyer. Comme beaucoup d'enfants confrontés à l'emprise d'une figure d'autorité, elle finit par retourner la situation contre elle-même, développant une culpabilité injustifiée. Elle en vient à croire que le problème vient d'elle, un mécanisme de défense psychologique qui renforce encore un peu plus le verrou de sa prison de silence. Cependant, la solitude de ce secret va être bousculée par une découverte majeure qui élargit la portée de cette affaire. Sophie réalise qu'elle n'est pas la seule victime de ce jeu d'emprise et de pouvoir. Elle découvre qu'un petit garçon de son âge, vivant dans le même voisinage, subit précisément les mêmes agissements de la part de cet homme de radio. Cette révélation change radicalement sa perception de la situation. Le comportement de l'animateur n'est pas un incident isolé, mais un système d'abus de pouvoir calculé et méthodique. La délivrance va finalement survenir non pas par une dénonciation publique, mais par un coup du destin totalement indépendant de sa volonté. À l'âge de 13 ans, pour des raisons professionnelles, ses parents décident de déménager et de quitter définitivement la région. Ce départ salvateur agit comme une libération immédiate, rompant sans un mot le lien d'emprise qui unissait l'animateur à la fillette. Les ponts sont coupés, le passé est mis entre parenthèses, et Sophie peut enfin commencer à respirer et à construire son avenir. Les années passent, la société évolue,
et la petite fille silencieuse des années 50 devient l'une des figures les plus influentes et respectées de la télévision française. C'est au cœur de la prestigieuse maison de la radio, le temple des médias parisiens, que le destin va orchestrer un retournement de situation spectaculaire. Désormais au sommet de sa gloire, Sophie Darel se retrouve un jour au détour d'un couloir, face à face, avec l'homme qui avait assombri son enfance. En croisant son chemin, le rapport de force s'est totalement inversé à l'avantage de la jeune femme. L'animateur vedette d'autrefois est devenu un homme âgé dont l'influence décline, tandis que Sophie incarne la réussite et le pouvoir médiatique. C'est à ce moment précis que se produit le combat silencieux des regards. Aucun mot n'est échangé, aucune scène publique n'est faite. Il suffit que Sophie pose ses yeux sur lui pour que l'ancien homme fort de la radio baisse la tête, pris de panique, et s'empresse de fuir pour éviter d'affronter sa présence. Pour Sophie Darel, cette fuite éperdue est la plus belle des victoires, une revanche éclatante obtenue non pas par le scandale, mais par la réussite personnelle. Elle a survécu, elle a triomphé, et elle a transformé ses blessures passées en une armure psychologique indestructible. C'est précisément cette résilience acquise dans l'enfance qui lui permettra, des années plus tard, de tenir tête à Claude François dans le huis clos de sa chambre d'hôtel. Pourtant, malgré la gravité de ces deux épreuves majeures, le choix que fera Sophie Darel, à l'âge de 82 ans, va surprendre l'ensemble des observateurs et bousculer les codes de notre époque contemporaine. À l'âge de 82 ans, alors que de nombreuses figures du passé choisissent de régler leurs comptes de manière spectaculaire, Sophie Darel adopte une posture qui force le respect et déroute les observateurs. En révélant son histoire sans pour autant dévoiler l'identité de l'animateur radio de son enfance, elle trace une ligne éthique très claire. L'homme en question est décédé depuis longtemps, mais il a laissé derrière lui des enfants et des petits-enfants qui ignorent tout de ses actes. La décision de préserver ce secret montre une profonde compréhension de ce que les sociologues appellent le traumatisme intergénérationnel. Sophie Darel refuse catégoriquement de punir les descendants innocents pour les fautes passées commises par leur aïeul. Sa démarche n'est pas guidée par la volonté de détruire une réputation posthume, mais par le besoin impérieux de libérer sa propre parole tout en protégeant l'avenir de ceux qui n'y sont pour rien. Cette position singulière la place en marge des courants militants contemporains, notamment le mouvement #MeToo, avec lequel elle exprime une certaine distance. Elle ne conteste pas la nécessité de la libération de la parole publique, mais elle refuse de se laisser enfermer dans le statut permanent de victime. Pour elle, la justice personnelle ne se résume pas à un tribunal médiatique ou à une condamnation instantanée sur les réseaux sociaux. Pour toute une génération qui a grandi avec cette grande époque de la télévision française, son témoignage oblige à regarder les années 70 sous un angle radicalement nouveau. Sophie Darel a choisi de se positionner non pas comme une personne en quête de réparation, mais comme un témoin historique lucide d'un système qui a parfois glorifié certains excès. Elle démontre que la véritable guérison ne s'obtient pas par la vengeance, mais par l'affirmation de sa propre dignité et de sa réussite face à l'adversité. À travers les récits croisés de sa confrontation avec Claude François et de son secret d'enfance, Sophie Darel nous livre une formidable leçon de souveraineté psychologique. Elle prouve qu'il est possible de traverser les zones les plus sombres du show business tout en conservant une indépendance d'esprit absolue. C'est l'histoire d'une femme qui a su rester maîtresse de son destin, transformant chaque épreuve en une force tranquille. Alors que le rideau tombe sur cette enquête, une question essentielle se pose à nous, qui avons tant aimé cette époque de légèreté apparente. Entre le besoin légitime de vérité historique et la volonté de préserver la paix des générations futures, où se situe la juste limite de la mémoire? Comment devons-nous aujourd'hui regarder les idoles de notre jeunesse maintenant que les coulisses du spectacle se révèlent à nous avec autant de complexité? Votre avis m'intéresse profondément, en particulier si ces émissions et ces artistes ont bercé vos propres souvenirs de jeunesse. Je vous invite à partager vos réflexions et vos points de vue dans l'espace des commentaires ci-dessous pour enrichir ce débat nécessaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette analyse vous a apporté un éclairage nouveau, de partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble à explorer les secrets et l'histoire de notre patrimoine culturel.